Cette semaine, j'avais envie de vous partager une autre question qui commence à me tarauder l'esprit de plus en plus, parce que là, je lis un petit peu plus de romans, ça s'en vient tranquillement. Je révise justement ma première short story, j'ai de plus en plus d'outils dans mon baluchon de révision. C'est de moins en moins difficile de savoir spécifiquement ce que je dois réviser. Ça avance quand même assez bien aussi. J'arrive à faire des blitz aussi de révision de 30 minutes que j'essaie de mettre à gauche, à droite. Mais une fois que ça c'est dit, la question qui émerge de tout ça, c'est quand est-ce que tu sais que c'est fini? Parce que jusqu'à un certain point, pour l'instant, quand je tombe dans la révision, une fois que j'ai fait un premier tour de roue d'une section, ben, je peux très bien y replonger le jour suivant puis me rendre compte que tel élément, je le changerais. Mais tu finis par te demander, ça valait-tu vraiment la peine? Est-ce que tu fais des changements juste pour changer ou c'est des changements qui aident à la clarté, qui ont une véritable valeur? Puis comment tu fais pour le savoir? Comment tu fais pour vraiment le déterminer? Fait que là, je me suis dit, c'est pas compliqué, va voir ce que des grands auteurs ont dit sur la question, parce que clairement, je ne veux pas être le seul à me poser cette question-là. Fait que j'en ai choisi deux. Tolkien, avec Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et Brandon Sanderson avec son Cosmere, l'équivalent MCU avec les différents livres qu'il a écrits. Donc j'ai creusé un petit peu, puis je me suis rendu compte que tu pouvais grosso modo faire une espèce de spectre entre ces deux auteurs-là. Puis c'est ça que je voulais vous partager, parce que ça peut nous aider justement à nous positionner à l'endroit où ça semble le plus confortable pour nous, parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans la réponse à donner à cette question-là de quand est-ce qu'on arrête d'écrire, puis c'est fini. Et je vais commencer avec Tolkien. Tolkien, super intéressant, parce que il a un parcours militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'il a écrit, qu'il a fait beaucoup de notes sur le Silmarillion. C'est un intellectuel, dans le sens qu'un philologue, avec un expert, un historien des langues, de la grammaire. Il a inventé 2 langues pour Le Seigneur des Anneaux, en tout cas pour son univers plutôt. Puis tu te rends compte que finalement sa vision est particulière, parce qu'il n'écrit pas nécessairement pour donner une expérience au lecteur en premier, même si c'est à ça que ça va mener. L'objectif de son écriture, c'est d'abord de donner une maison à ses langues jusqu'à un certain point. C'est qu'il a passé tellement de temps de sa vie à étudier le langage, qui a fini par créer deux langues qui finalement sont ses bébés jusqu'à un certain point, puis il a voulu leur créer un environnement dans lequel il allait pouvoir vivre. Mais pour qu'ils puissent vivre dans cet environnement-là, il fallait qu'il soit parfaitement cohérent. Le moindre changement, le moindre élément qui n'était pas réaliste jusqu'à un certain point pouvait le faire modifier tout un chapitre, le faire réécrire toute la généalogie d'un personnage. Puis c'est super intéressant parce que ça vient donner vraiment le côté de l'auteur qui est son juge final, parce qu'il y a toute une théorie qui lui permettent de guider son écriture puis de savoir finalement quand est-ce qu'il y a une fin. Mais dans ce type d'auteur-là, la fin est très, 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 très loin, parce que c'est jamais suffisamment parfait. Puis c'est ce qui est arrivé avec Tolkien, qui devait se faire botter un petit peu dans les fesses par son éditeur, par ses amis, pour forcer la publication. Il y avait toujours quelque chose à changer, il y avait toujours quelque chose qui n'était pas parfaitement cohérent, mais un peu comme un économiste qui voudrait rédiger un roman, mais les différentes lois de l'économie, les différents principes, les différentes intuitions, tout devait y résider pour qu'il soit satisfait de la maison qu'il avait créée pour ses langues. Donc ça, c'est un côté. C'est un peu le perfectionniste extrême, mais qui garde le contrôle sur le point de finalité. Mais le risque avec ça, c'est que ça finit probablement jamais si tu n'as pas des gens autour de toi qui te bottent un peu les fesses. De l'autre côté, Brandon Sanderson, qui lui aussi va être très perfectionniste, mais à la différence de Tolkien, excellent et suffisant. Le très excellent, parfait selon sa théorie, il va pas jusque-là. Parce que pour lui, justement, il veut faire vivre une expérience, il veut faire vivre des expériences. Il va aimer mieux écrire
plusieurs excellents romans, même une multitude d'excellents romans qui vont faire vivre des expériences, que d'en écrire seulement quelques-uns, mais qui sont la perfection selon le cadre de son auteur. Puis c'est pour ça qu'on arrive quand même avec des différences importantes, parce que pour Brandon Sanderson, le juge final, ce n'est pas lui, comme pour Tolkien. Le juge final, c'est le bêta reader. Si le bêta reader ne voit plus d'incohérence, il lit, ça coule, ça va bien, il remet plus en question certains éléments, le texte est fini. Mais ça ne veut pas dire que Brandon Sanderson n'a pas une grille de révision ultra spécifique, ultra précise. Mais c'est là qu'on voit quand même une différence vraiment importante. Pour toi, est-ce que tu es le juge final ou c'est le bêta reader, c'est l'échantillon représentatif de tes lecteurs qui juge de la finalité de ton livre? Et ça, c'est la grosse différence, mais il y a aussi des grandes similitudes qui peuvent nous aider, puisque outre le processus de révision qui doit être très précis, tu sais, dans le cas de Tolkien ou de Brandon Sanderson, les deux finissent par se créer une espèce de document référentiel. Pour Brandon Sanderson, c'est un wiki absolument massif avec même des employés qui mettent à jour l'outil qui va lui permettre de s'assurer que son univers est cohérent malgré les milliers et les milliers de pages qu'il va écrire, et qu'il y a vraiment un outil ultra détaillé avec toute l'information puis mis à jour en temps réel. Cependant, cet outil a été en grande partie créé avant la rédaction des livres, ou en tout cas une grosse portion. Puis ça, c'est important parce qu'on tombe un peu dans la différence entre les ingénieurs puis les jardiniers, dans le sens que Brandon Sanderson, c'est vraiment un ingénieur. Il planifie vraiment beaucoup à l'avance. Tandis que Tolkien, lui aussi, a un univers étendu absolument monstrueux puis qui garde proche de lui pour être capable de s'assurer que tout est cohérent. Tu sais, il a calculé les différents pas des personnages pour être sûr que ce soit cohérent, le vent, de quel côté il allait. Tu sais, il y a vraiment énormément de précision. Cependant, le plus gros de ce travail-là, de mise en commun d'informations qui allait lui permettre de créer un univers cohérent, se faisait au fur et à mesure de l'écriture. Puis un des exemples, c'est le Poney Fringant, la première brasserie, là, je me souviens, où Frodon puis sa bande vont rejoindre. Ben, il y a Grandpa à l'intérieur, fait qu'Aragorn, ben, une fois qu'il a écrit justement cette scène-là, puis il mentionne Grandpa, ben, il ne savait pas que c'était Aragorn. C'est quand même intéressant, mais ça permet justement de mettre en perspective à quel point son espèce de glossaire, son wiki à lui, version papier, a fini par être créé au fur et à mesure en grande partie. Donc une fois que ceci dit, on a deux auteurs perfectionnistes. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le choix de l'être un minimum, nous aussi. Mais ils ne sont pas perfectionnistes n'importe comment. Chacun d'entre eux ont une espèce de théorie qui leur permet d'appliquer ce perfectionnisme-là avec des règles. Pour Tolkien, ces règles-là lui viennent de son expertise historique sur les langues, la grammaire. C'est une expertise très théorique et très pointue. Pour Sanderson, c'est une expertise d'écrivain. Fait que la capacité de savoir comment écrire ou ne pas écrire une bonne histoire en fonction du type d'histoire qu'il veut écrire, puis en fonction du type d'auteur qu'il est devenu. Fait que les deux, ils ont un processus de révision quand même assez clair. Les deux ont une espèce de gros wiki, avec un univers étendu qui leur permet de s'assurer que leurs romans, puis les différents romans qu'ils vont écrire, vont être cohérents. Du côté de Sanderson, il y a une grosse partie qui a été écrite avant, du style un peu plus ingénieur, mais au fur et à mesure qu'il écrit, nécessairement, il faut que ce wiki-là se fasse mettre à jour, puis il y a même des employés pour le faire. Du côté de Tolkien, clairement, il y a dû avoir une portion qui s'est faite avant, mais de ce que je comprenais, le plus gros se faisait pendant. Donc, peut-être un peu plus style jardinier, mais dans les deux cas, il faut finir par créer une espèce de wiki avec toute l'information sur les personnages, l'univers, l'environnement, tout ce qui est nécessaire et important pour s'assurer qu'on reste cohérent et qu'on ne crée pas d'enjeux au niveau de la personnalité du personnage, de la façon que la magie fonctionne,
etc. Puis le dernier élément qu'ils ont en commun, c'est, puis ça, c'est pas les seuls auteurs qui ont ça comme stratégie, là. Ça fait vraiment beaucoup de sens, mais je l'avais jamais vraiment entendu, puis c'est le test du souffle. Les deux vont lire leurs histoires à haute voix, soit à justement des collègues, des amis, pour s'assurer que le texte coule. Pour Tolkien, il faut que le texte devienne presque mélodieux, épique. Pour Sanderson, il faut que le texte disparaisse jusqu'à un certain point. Il faut que ça glisse sans que le lecteur s'enfarge dans quoi que ce soit. Il faut que ce soit fluide. Donc, encore une fois, lire ce qu'on a écrit à haute voix, puis s'assurer que, justement, l'espèce de mélodie, le rythme, la façon que c'est écrit, que ça coule, qu'on s'enfarge pas, puis que ceux qui sont supposés le lire, l'échantillon représentatif de nos lecteurs, mais s'enfargent pas, eux, non plus. Donc voilà, ça fait le tour. J'espère que c'était intéressant. Moi, j'ai quand même trouvé ça particulièrement intéressant à chercher. Ça n'a pas été très long non plus. Fait que là, je suis loin d'être spécialiste de Sanderson, Tolkien. Fait que ça se peut qu'il y ait des imprécisions, puis qu'il y ait énormément de contexte à ajouter, mais je trouve que ça donnait une bonne idée de comment approcher cette fin-là, de comment savoir quand finir d'écrire. Puis la leçon dans tout ça, c'est que ça nous appartient beaucoup, dépendamment de notre objectif, dépendamment de qui on est, mais il y a quand même des outils qui, indépendamment de qui nous sommes, on doit mettre en place pour s'assurer qu'on a fait toutes les étapes nécessaires pour se dire qu'on est probablement proche de la fin. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, lâchez pas, vive les projets, ciao!